Audio Jungle. Nouvelle semaine, nouveau challenge. Nous entrons de plein pied dans la 4e et dernière semaine du mois de janvier, en espérant que vous êtes d'attaque pour tous les défis qui s'ouvriront à vous. Je vous dis bonjour et je vous remercie d'avoir choisi RTI 1 et sa matinale pour démarrer votre journée. Oui, nous sommes là, nous sommes fidèles au poste et très heureux d'accompagner votre réveil. N'est-ce pas, Marco? Tout à fait, toujours embouté, Eva. Ça va, ça a été le week-end? Ça va, on fait ce qu'on peut. Sans moi, c'est pas gentil. En tout cas, merci mesdames et messieurs d'être en notre compagnie. C'est gentil de nous retrouver comme ça tous les jours, très tôt le matin jusqu'à 7h30 et vraiment d'accepter de tenir nos mains et nous conduire jusqu'aux premières heures de la matinée. Bienvenue dans l'émission qui se lève tôt. Aujourd'hui au sommaire, nous aurons le sport avec Serge Dacoury, le diplômé S-Sport qui nous parlera bien sûr des turbulences de la 31e Coupe d'Afrique des Nations. Et Dieu sait qu'il y en a eu ce week-end et les jours passés. Et nous parlerons également de la transformation de la NACAD, en quoi elle peut générer des emplois. Ce sera dans la thématique, donc la dernière ligne droite de cette émission qui commence avec le brin d'information, la titrologie et celle qui s'y colle, c'est celle que j'appelle affectueusement... Team Fa du 9-2. La Team Fa du 9-2, Fatim Djedje est avec nous. C'est parti, titrologie, bienvenue chez vous. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, ravi d'être en votre compagnie en ce lundi 23 janvier 2017. Voici les titres de vos journaux. Fraternité Matin revient sur la suspension du mot d'ordre de grève des fonctionnaires et titre « Les syndicats invitent à la reprise du travail dès aujourd'hui ». Autre une, Notre Voix, pour qui le RDR attaque et le FPI riposte au sujet de la mutinerie dans l'armée et de la grève des fonctionnaires. Le journal consacre aussi un encart à la disparition de l'artiste Abou Bolé. Autre une, Soir Info, qui revient sur les menaces de déstabilisation du pays et nous dit que plusieurs personnes ont été arrêtées, dont un ancien maire. À la une de LG Info, les mots de Sangaré, nous passons à la vitesse supérieure, qui partage aussi la une avec la grève des fonctionnaires qui durcissent le ton. L'expression, lui, vous révèle le grand secret des syndicats et on y trouve aussi le capitaine des éléphants, Séridier, qui nous dit « Les Ivoiriens n'auront pas honte, on suppose, pas honte de l'équipe nationale ». L'intelligent d'Abidjan lui rédige presque un article à sa une que je vous laisse découvrir. Et la question centrale est qui du gouvernement et des syndicalistes va l'emporter avec cette attitude jusque-boutiste. Ça, c'était sur le plan national. Maintenant, je vous propose la une des événements qui sont survenus en fin de semaine dernière. On commence aux États-Unis avec le Washington Post qui titre « Trump prend le pouvoir ». Même son de cloche à la une de Los Angeles Times pour qui Trump fait ses premiers pas dans une ère du conservatisme. On y trouve aussi la photo en bas de El Chapo, le célèbre narcotrafiquant dont je vous parlerai durant la revue de presse. On passe au Sénégal. Le quotidien sénégalais titre sur le départ du pouvoir de Jammeh et dit « Yes » et Libération nous fait un jeu de mots « Jamais, plus jamais ». On va finir cette titrologie avec la presse sportive. Le journal sportif algérien Compétition nous dit que les Verts sont maudits, tandis que la une du journal sénégalais Stade semble plus optimiste et parle d'un turnover contre l'Algérie. Et dans l'encart, on y voit Pape Diouf qui nous dit que le Sénégal est nettement au-dessus de ses attentes. Que le meilleur gagne, vive le Sénégal et on se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse. Merci Miss Djedje, et c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on entend votre voix méliflue nous lire les titres des journaux. Vous le savez, on l'a dit, c'est le dernier virage du mois de janvier, déjà la fin de ce mois. Ah ouais, c'est fini déjà? Oui. Oh, c'est pas évident, on dirait 2 mois collés. on ne cesse de le dire, c'est la janviose. Et puis, Fatim l'a dit dans ses titres, une triste nouvelle ce week-end, donc le décès de l'artiste Abou Bolé, c'était ce 21 janvier, après plusieurs mois quand même on dira, donc de coma. Il a finalement rejoint le Créateur et on lui souhaite de reposer en paix, tout simplement. On va passer à présent à une autre rubrique que vous aimez. Celle-là vous permet d'être en forme et surtout de suivre un coach qui est très agréable à regarder. N'est-ce pas, Marco? Je sais pas bien. Coach Fabrice vous accueille pour la gym. Je vois pas bien. Je suis jaloux. Bonjour Eva, bonjour Marco.
Bonjour chers téléspectateurs, je suis très heureux aujourd'hui encore de vous retrouver pour travailler cette fois-ci la sangle abdominale. Au programme, un circuit qui va nous permettre de toucher toutes les zones du ventre, toutes les zones des abdos, ok? À la fin, vous allez voir que vous allez avoir la sangle abdominale vraiment très concentrée. C'est difficile, mais vous allez voir que ce n'est pas impossible. Alors tout de suite, les échauffements avant le premier exercice. Pour nous échauffer aujourd'hui, Sarah, on va se mettre à quatre pattes. On va descendre le bas du dos, ok, pour toucher pratiquement le sol et on lève la tête. Voilà. Allez, on maintient cette position environ 5 à 10 secondes. Allez, on redescend tout doucement et on repart encore, on se relève. Il faut bien étirer la sangle abdominale en le faisant. Les lombaires aussi sont contractés, c'est tout à fait normal. Allez, une dernière fois. Allez, on tire. On regarde à gauche. Allez, Sarah. Super. Allez, à droite. Encore une fois à gauche. Allez, à droite, une dernière fois. Le faisant, vous allez sentir votre sangle abdominale bien contractée. Alors, tout de suite, on passe au premier exercice. Le premier exercice, on l'appelle le grimpeur. On met les mains comme ceci, ok. On appuie sur le sol, on monte sur la pointe des pieds comme si on allait faire des pompes, ok. Et puis on monte les jambes dans le ventre, comme ceci, là. Mais lorsqu'on monte la jambe droite et la jambe gauche, on compte 1. Allez, pour nous qui n'avons pas de problème, on peut y aller. Allez Sarah, plus vite. Encore, 4. Alors pour ceux qui ont du mal à faire ça rapidement, vous faites ceci. 1, 2 et 3, super. Allez. Dès que vous finissez cet exercice, vous vous mettez comme ça sur le dos, ok? Et on va aller chercher les chevilles de côté. Là, 1, 2, 3, 4, 5. On cherche la vitesse dans tout ce qu'on fait. 8, 9, 10, encore. 1, super. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, le dernier exercice, on met la main sous le fessier. Si vous avez des douleurs au bas du dos, vous pouvez lever les pieds comme ceci. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, ok, vous mettez la nuque au sol pour tenir. Mais pour nous qui pouvons aller très bas, allez, on y va. On bloque 20 secondes. Allez, Sarah, encore un peu. Pour les femmes qui ont une fente au niveau du bas du dos, vous mettez les mains sous le fessier comme ceci. Et vous y allez. Allez, encore 10 secondes. Super. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Encore 2 secondes. Ok, super. Alors, vous soufflez encore quelques secondes avant de repartir sur un dernier mouvement, ok. Après ce circuit, on va se mettre sur les talons comme ceci. On descend un peu le dos, on garde les bras tendus, on maintient la position. Sangle abdominale toujours bien gainée. Allez, on essaie de tenir 20 secondes. Courage, courage, courage. Allez, encore 10 secondes. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Toujours. Ok, si vous pouvez lever les jambes, n'hésitez pas à le faire. Voici, comme ceci. Voilà, vous bloquez. Voilà, essayez de tenir 20 secondes environ. Allez, encore. 5, 4, 3, 2 et 1. Super. Alors, Sarah, quel conseil, quelle astuce tu peux donner à nos chers téléspectateurs? Alors, plus on répète ce circuit d'exercice, plus on sent des brûlures au niveau de la sangle abdominale. Alors, il faudra répéter ce circuit d'exercice-là pour justement atteindre les objectifs. Alors, vous avez bien compris ce que Sarah a dit. Plus on répète ce circuit d'exercice, plus on sent des brûlures au niveau de la sangle abdominale. Ce qui veut dire que la répétition va entraîner des brûlures tout à fait normales et c'est ce qu'il faut rechercher. Allez donc jusqu'à la brûlure, répétez ce circuit 2, 3, voire 4 fois même si vous pouvez et je pense que vous aurez de très beaux résultats. C'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous demain avec Sarah. Oui, toujours data. Ok, allez à demain. Ciao.
Merci au coach Fabrice. Et puis Sarah aussi, elle est mignonne, elle est bien. Toujours fidèle au poste. Elle est fidèle au poste. Et puis voilà, elle subit les mouvements vraiment gymniques du coach Fabrice qui est toujours là. Pour votre plaisir, je rappelle, après la titrologie, le sport, ça va bien. On s'informe, on informe, on donne de la nourriture à l'esprit et au corps. Juste ensuite, nous sommes aujourd'hui, mesdames et messieurs, le lundi 23 janvier 2017. Ça passe tellement vite. Eva l'a dit à l'entame de cette émission. Le mois de janvier, la janviose est en train de s'achever. Aujourd'hui, le mot qui nous vient à l'esprit comme ça, c'est le mot persévérance. Persévérance, et oui, parce que la persévérance fait partie des vertus cardinales de l'humanité. Tenez-vous bien, le chanteur, vous connaissez le chanteur belge, je crois, Jacques Brel? Oui. Grand chanteur, Oui. ne me quitte pas, tout ça. Eh bien, avant d'être le Jacques Brel qu'on a connu, mesdames et messieurs, il a participé à plusieurs concours. Il a participé à un concours et au résultat, il était classé 17e. D'accord. 17e. 17e sur 20 personnes. Loin de se décourager, ou du moins, il voulait abandonner. Et ses proches lui ont dit non, de ne pas se décourager, tout ça. Et il a retenté un autre concours. Ainsi de suite, il a rapproché au rang 6e. Et aujourd'hui, après son décès, il y a plusieurs années, Jacques Brel est resté vraiment dans l'imagerie populaire mondiale. C'est dire que dans la vie, il ne faut jamais abandonner parce que exister, c'est insister et c'est ça qui donne la persévérance. Le lundi, c'est le début de la semaine, c'est la raison pour laquelle nous parlons de ce genre de thème qui peut booster tout un chacun. Ce qui peut vous booster également, c'est l'état de la circulation actuellement. Il pleut sur Abidjan, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de la circulation routière? Eh bien, restez avec nous. C'est tout de suite après ça. Alors, comment vous déplacer en ce temps de pluie? Ce matin, 23 janvier, pardon. Deux plateaux, boulevard Latry, voilà, ça avance tranquillement sous la pluie et on en profite pour vous inviter à beaucoup de prudence, hein, parce qu'en temps de pluie, les chaussées sont glissantes, on ne fait pas toujours attention, donc prudence, on tient très fort à vous. Absolument, Yva. Alors, deuxième tronçon, deuxième photo live, entre guillemets, hein, de la circulation. Là, nous sommes sur le boulevard Lagunaire. Nous constatons également que la pluie est de mise. La circulation, donc, est assez moyenne. Il faut faire attention au niveau donc, des essuie-glaces, bien contrôler, bien vérifier, faire en sorte que cela fonctionne effectivement. Ouais, faire très attention parce qu'avec ce brouillard et la pluie qui s'ajoute, c'est pas évident. Donc, on passe à présent à Trècheville. Voilà, Trècheville, il pleut apparemment à Trècheville. Ah, Ou pas du tout. Ma vue est assez mauvaise. On a le fameux camion qui passe. Toujours à la même heure. C'est nous qui l'attendons pour passer. Hein. Exactement, voilà. Alors, nous allons aller maintenant du côté de Koumassi, la commune préférée de ma voisine Koumassi. Koumassi, avec Eva qui essaie de... Voilà, oui, voilà les cristaux de pluie là. Il pleut également sur notre caméra à Koumassi, mais elle arrive quand même à nous restituer l'état du trafic qui est un trafic assez fluide sous la pluie. Attention, automobilistes, soyez prudents, on ne le dira jamais assez. Le pont de Gaulle s'invite à présent dans ce point route. Comment ça se passe sur le pont de Gaulle? Christelle Akoussa signe la réalisation de cette émission. Pont de Gaulle. Voilà, tranquillement. Au calme. Au calme, tout simplement. Donc, de la circulation comme tous les matins. Et on le dit encore une fois, prudence, prudence, prudence. Marco l'a dit, la persévérance, ce sera le mot-clé de la journée. Il faut toujours persévérer. Et quand il citait l'exemple de Jacques Brel, j'ai pensé à un artiste plus près de chez nous, Anselme Semi, vous connaissez? Oui, Zoko. Exactement. Zoko. Et je me souviens qu'à l'époque, je faisais une émission avec lui. Il me disait que Zoko était son 6e album. 6e album. Il a fallu 6 albums pour connaître le succès. Donc c'est un bel exemple de persévérance que je vous invite à copier. Et surtout, persévérer également dans vos relations amoureuses, surtout quand elles en valent la peine, parce que sinon, on perd juste du temps. Donc il faut faire la différence entre entêtement et persévérance. Je vous invite à suivre l'horoscope amoureux. Bélier, vous exercerez une grande séduction sur vos proches. Si vous vivez en couple, évitez les tensions extérieures. Si vous êtes célibataire et que vous faites une rencontre, il n'est pas certain que cette relation se transforme en un lien durable. Il pourrait aussi bien s'agir d'un flirt passager. Taureau, votre vie amoureuse pourrait connaître des soubresauts et vos rapports amicaux également. Il n'est pas impossible que vous vous montriez blessant sans raison apparente. Tentez d'analyser vos tensions intérieures
afin d'en connaître la cause. Cela pourrait déboucher sur des discussions intéressantes. Gémeaux, vous serez très dispersés, si bien que vous aurez beaucoup de mal à répondre aux sollicitations d'autrui. Veillez à ne pas négliger vos proches, même si vous avez l'esprit tout à fait ailleurs. Les personnes que vous rencontrerez pourraient bien vous percevoir comme quelqu'un de superficiel. Cancer, vous vivrez le grand amour avec votre partenaire et partagerez l'envie de passer toute votre vie ensemble. Il n'y aura aucune ombre au tableau. Les célibataires passeront une délicieuse soirée amicale. N'hésitez pas à susciter des rapprochements avec une personne qui ne vous laisse pas indifférent. Lion, vous risquez de vous lever du mauvais pied. Efforcez-vous de mettre à distance le stress et les tracas quotidiens pour éviter de perturber votre vie familiale et amoureuse. Faites un peu de sport pendant la pause déjeuner pour vous relaxer. Vous vous sentirez tout de suite beaucoup mieux. Vierge, vous ne vous sentirez pas dans votre assiette et vous ne vous montrerez pas sous votre meilleur jour. Ne vous étonnez pas si votre conjoint préfère prendre la poudre d'escampette. Prenez votre journée pour vous prélasser sous la couette. Cela contribuera à détendre l'atmosphère entre vous. Balance, si votre partenaire vous sollicite en excès et qu'il fait peser sur vous ses exigences, n'hésitez pas à lui faire comprendre gentiment que vous avez, vous aussi, vos propres besoins. Ouvrez le dialogue avec diplomatie pour faire une petite remise au point. Évitez surtout de sortir de vos gonds. Scorpion, aujourd'hui, les opportunités de rencontres amicales et pourquoi pas amoureuses ne manqueront pas. Votre grand besoin de communiquer et d'échanger y contribuera largement. Voilà une journée qui se déroulera facilement sur le plan affectif et les marques de sympathie vous donneront des ailes. Sagittaire, évitez de vous agiter dans tous les sens sans prendre le temps de faire la pause. Vos proches ont besoin que vous soyez disponible pour eux. Et votre partenaire pourrait se montrer hostile à votre manière de faire. Pour les célibataires, une occasion de flirter pourrait se présenter. Capricorne, vous aurez droit à de nombreuses marques d'affection. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous n'aurez aucunement le sentiment d'être seul. Les relations que vous entretiendrez avec vos proches et vos amis seront teintées de tendresse. Vous aurez le sentiment de flirter sur un petit nuage. Verseau, votre vie amoureuse sera probablement tumultueuse et ponctuée de malentendus. Mesurez bien vos propos lorsqu'il s'agira de vous exprimer, car ils pourraient paraître arrogants et égoïstes. Restez calme et objectif si vous avez des revendications à faire. Évitez surtout les reproches. Poisson, vous serez au top de votre charme et l'on aura du mal à vous résister. Vous n'aurez pas besoin d'en faire trop, car votre partenaire sera fou de désir pour vous. Les célibataires ne souffriront pas de solitude. Bien au contraire, une personne inattendue pourrait bien vous déclarer sa flamme. 6h13 UTC, nous sommes en direct d'Abidjan, donc sur RTI 1, une chaîne assez sympathique qui vous restitue donc l'émission matinale, l'émission qui se lève tôt. Aujourd'hui, 23 janvier 2017, nous parlons persévérance et également nous allons nous arrêter sur certaines dates qui font partie de l'histoire de l'humanité en bien ou en mal. Par exemple, ce séisme qui a eu lieu le 23 janvier 1556 du côté de la Chine, c'est le plus meurtrier de tous les temps, 830 000 morts. Et puis, puisqu'il faut être aussi heureux, la fin de calvaire de Florence Cassé. Vous vous souvenez, la Française qui avait été arrêtée au Mexique et condamnée à 96 ans de prison, eh bien, elle n'oubliera jamais la date du 23 janvier parce que justement, c'est ce jour-là qu'elle a été libérée. Vraiment, c'était en 2008, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous. Et puis, pour ajouter une dose à la persévérance, sachez que l'actuel président de la Russie, Vladimir Poutine, à un moment de sa vie, dans un livre qu'on a lu il n'y a pas trop longtemps, était très déçu. Il voulait changer de métier quand il était plus jeune et il s'est lancé dans, tenez-vous bien, dans un métier inattendu. Il était chauffeur de taxi à Moscou. Et après, en persévérant, il est devenu aujourd'hui l'un des hommes les plus puissants du monde. Allez, n'oubliez pas ça, la persévérance fait partie des principales qualités
de vie. Lui également, il est très persévérant dans sa passion pour le web, pour tout ce qui est virtuel, réseaux sociaux. Il est avec nous. C'est lui qui va recevoir maintenant dans le volet Instant Vérité Monsieur le professeur Thiemo Mankone, directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Et lui, c'est Lansina Ouattara. C'est parti. Alors, bonjour professeur. Bonjour. Très bien. Alors, vous êtes le directeur de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire qui cette année accueille on va dire, ses premiers étudiants. Alors, dites-nous comment va fonctionner en fait cette institution académique. Merci. L'université virtuelle est une université publique qui est basée sur le numérique. C'est-à-dire que cette université va utiliser les moyens TIC pour dispenser les enseignements que nos professeurs ont déjà l'habitude d'enseigner, n'est-ce pas, dans nos amphithéâtres. Très bien. Alors, est-ce que cette institution académique a un lien avec les autres universités qu'on a déjà, l'université Félix Houphouët-Boigny, l'université d'Abobo-Agamé, de Daloa et autres? Oui, cette université est une université publique nationale qui vient en appui aux autres universités qui opèrent actuellement en mode présentiel pour justement développer la formation à distance, pour faire en sorte que les formations qui existent déjà dans ces universités puissent être accessibles également à distance. Très bien. Alors, de savoir quelles sont les filières justement que les étudiants auront avec l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. En complément aux autres filières qui existent déjà dans les autres universités, l'Université numérique, c'est-à-dire l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, se positionne dans la filière informatique et sciences du numérique. Et au niveau de cette filière, nous aurons 4 spécialités. Et c'est dans ces 4 spécialités que nous recevons nos premiers étudiants cette année. Très bien. Alors, on sait éventuellement que c'est pour l'université virtuelle, c'est pour régler des problèmes de sureffectifs dans les amphithéâtres, etc. et tout cela, donner une meilleure qualité d'enseignement. Alors, on remarque, comme vous avez indiqué, que c'est plus dans les sciences du numérique et non dans les filières comme le droit, l'économie, les sciences et les langues, là où aujourd'hui on a le plus d'étudiants dans les amphithéâtres, où on souffre réellement donc du problème de surpopulation dans les amphithéâtres. Pourquoi est-ce que vous avez fait justement le choix des sciences du numérique plutôt que là où il y a des difficultés? Oui, comme je l'ai dit, l'université virtuelle est en appui aux autres universités. C'est-à-dire que les filières comme le droit ou Sciences Po que vous venez de citer vont également bénéficier de l'appui de l'université virtuelle pour que ces filières soient également accessibles à distance. Mais l'université virtuelle, de par sa spécialisation, qui est le numérique, va se positionner, n'est-ce pas, par rapport à la filière de l'informatique des sciences numériques. C'est-à-dire que l'université virtuelle est mieux outillée que les autres universités pour dispenser des formations dans cette filière. Mais pour les filières comme les filières de droit, sciences qui existent déjà, ces universités vont être plutôt appuyées par l'université virtuelle pour que ces formations-là aussi soient disponibles à distance pour le bien de tous nos étudiants. Très bien. Alors, quand on parle d'université virtuelle, on parle donc d'outils numériques pour l'enseignement, pour l'apprentissage. Est-ce que dans un pays comme en Côte d'Ivoire, pratiquement en Afrique, où on a des problèmes avec les équipements, l'accès Internet, etc., est-ce que tous ces volets ont été adressés avant éventuellement donc, de lancer cette université virtuelle? Oui, tous ces problèmes ont été adressés. Et comme vous le constatez depuis un moment, beaucoup d'efforts sont faits pour permettre justement l'accès au TIC à la population d'une manière générale. Vous vous souvenez très bien que nous avons le programme Un citoyen, un ordinateur. Et au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons lancé aussi le projet Un étudiant, un ordinateur, qui est en cours et qui va permettre d'équiper à peu près 100 000 étudiants. Très bien. Alors, toujours dans les usages, alors les étudiants, on sait que c'est une frange de la population qui n'a pas forcément donc, beaucoup de moyens. Et étudier donc, à l'université virtuelle, ça veut dire donc être à distance, et quelquefois être sur soi, ça va avec des outils. Est-ce que justement cette problématique d'outils, d'équipement des étudiants, comme vous avez indiqué, a été prise en compte soit par l'État ou alors c'est les étudiants même aujourd'hui qui sont obligés de s'offrir donc ces outils? Au niveau de l'acquisition des ordinateurs, les étudiants auront à contribuer à 50%. Mais dans le cadre de la filière informatique et sciences numériques dont nous venons de parler, dans laquelle nous recevons nos étudiants, nous avons prévu les doter d'un kit qui va leur permettre d'accéder justement à l'outil Internet régulièrement pour pouvoir bénéficier des différentes ressources, des nombreuses ressources qui sont mises en place pour eux.
Très bien. Alors, expliquez-nous de façon très concrète comment est-ce que, justement, des étudiants qui sont inscrits à l'université virtuelle donc, prendront les cours, feront les examens. L'université virtuelle, qui est une université numérique, opère en utilisant bien sûr le numérique, mais cela ne veut pas dire que l'étudiant passe tout le temps en dehors, n'est-ce pas, des salles. Pour ce qui est des examens, pour ce qui est des travaux pratiques, l'étudiant aura à être en salle. La formation à distance veut justement dire qu'on réduit, n'est-ce pas, le temps de présence en salle. L'étudiant ne viendra en salle que lorsque cela est nécessaire pour lui. Très bien. Alors, justement, sur les questions aujourd'hui des salles, on sait que les universités, comme vous avez indiqué, donc l'État a tout fait donc, pour les interconnecter, etc. Mais le souci aujourd'hui qui se pose quelquefois, c'est plus on va dire la cybercriminalité et tout cela, la sécurité donc, des réseaux qui est mis en place, les résultats, etc. Est-ce que, je discute cette question, justement, l'université virtuelle est parée à toute éventualité? Justement, c'est pour ces différentes raisons qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons pris le temps de mettre en place cette université numérique, puisque c'est depuis décembre 2014 que nous travaillons sur ce projet, dont nous avons eu le temps de prendre en compte les différentes difficultés, n'est-ce pas, qui auraient pu barrer, n'est-ce pas, la route à la mise en œuvre de ce projet. Qu'est-ce qui va changer ou alors quel sera le point fort ou alors les avantages à étudier éventuellement dans une université virtuelle et l'autre université où on est plus dans le présentiel? L'université en présentiel a toujours existé et a produit beaucoup de produits qui font la fierté aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Mais il faut comprendre que depuis un moment, nous sommes rentrés dans l'ère du numérique où la culture numérique intègre tous les secteurs d'activité. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus, n'est-ce pas, continuer à former en ignorant justement la présence du numérique. C'est ainsi que la Côte d'Ivoire a pris la mesure de ce qui se passe aussi ailleurs, les échecs comme les réussites, pour façonner un modèle, n'est-ce pas, qui va permettre non seulement au plus grand nombre d'accéder à un enseignement supérieur de qualité, mais surtout faire en sorte que ceux que nous formons puissent s'insérer facilement, puissent avoir du travail. Très bien, justement, parlant de travail, d'emploi, vous avez dit que cette année académique, l'université virtuelle va accueillir 5000 étudiants, des nouveaux bacheliers. Alors, c'est de savoir, est-ce qu'il y a réellement donc eu la question, l'analyse de la pertinence entre la formation aujourd'hui dans les sciences du numérique, comme vous dites, et le marché en fait, de l'emploi? Oui, une étude du bassin de l'emploi montre que le secteur du numérique aujourd'hui est le secteur qui emploie le plus et à l'avenir, c'est ce secteur qui va beaucoup se développer. Donc le numérique est un secteur très porteur. Très bien. Alors, en termes de frais de scolarité, etc., est-ce que les étudiants seront sur, on va dire, la même longueur d'onde? Est-ce qu'ils vont payer les mêmes frais d'inscription que les autres quand on est dans une université virtuelle? Est-ce que c'est les mêmes frais d'écoulage, etc. et tout cela? L'État ivoirien fait beaucoup d'efforts pour permettre justement que le numérique, qui est une grande innovation qui coûte assez cher, soit accessible au plus grand nombre. Donc l'État a décidé de faire en sorte que les frais d'inscription au niveau de l'université virtuelle soient les mêmes que dans les autres universités. Très bien. Alors, pour terminer, en termes de perspective, qu'est-ce que l'université virtuelle de Côte d'Ivoire a en projet en termes d'innovation dans l'apprentissage, etc., outre le fait qu'aujourd'hui, vous avez des filières comme les sciences du numérique? Oui, nous avons la filière informatique et sciences numériques, mais je le rappelle, les autres filières qui existent sont aussi nos filières, puisque la mission de l'université virtuelle, c'est de faire en sorte que le plus grand nombre puisse accéder à faire les études qu'ils ont envie de faire, donc faire en sorte que les capacités d'accueil ne soient plus une difficulté dans les autres universités, et faire aussi en sorte qu'on puisse se former partout où on se trouve. Donc c'est ça l'enseignement à distance, c'est de faire en sorte qu'on n'ait plus de contraintes. Aujourd'hui, avec l'université virtuelle, on pourra faire les études de son choix, on pourra faire ses études dans les meilleures conditions et partout où on se trouve. Très bien. Professeur Koné Timoman, merci en tout cas pour ce moment et d'avoir éclairé justement sur l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, dont vous êtes le directeur général. Merci beaucoup. Merci.
Merci également au professeur Thiemo Monkone, donc qui nous parlait de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire qui va bientôt ouvrir ses portes. Et j'en profite pour vous donner ce proverbe chinois qui dit que les professeurs ouvrent les portes, mais vous devez entrer vous-même. Je le dis en chinois. Tout simplement pour dire que les professeurs délivrent un savoir, mais si vous n'êtes pas réceptif et que vous n'êtes pas dans des conditions d'apprentissage, eh bien, vous n'en bénéficierez pas. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et en chinois, ça donne? Ça donne tout de suite la pub, la météo et le JT avec Hamza Diaby. C'est ça. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous. Tôt ce matin, des réductions de visibilité s'observeront sur les régions partant du rivage océanique à la limite centre de la Côte d'Ivoire. Avec le lever du soleil, ce temps fera place à un ciel nuageux et parfois même quelques averses. Le nord restera grandement influencé par les vents secs d'Harmattan. Les températures au lever de ce jour, 24 degrés pour Abidjan, 23 degrés pour Adiaké, 22 degrés à Bondoukou et à Boaké, 23 degrés pour Daloa, 22 degrés à Dimbokro et à Gagnoa, 21 degrés pour Korogo et Man, 22 à Odiéné, 24 degrés pour San Pedro et Sassandra, Tabou affichera 23 et Yamoussoukro 22. Cet après-midi, les basses pressions envahiront les régions du Golfe de Guinée. L'instabilité présente favorisera la formation de cumulus dans le ciel des régions forestières et centre de la Côte d'Ivoire. Des pluies, voire même des orages isolés pourront se manifester dans les parties sud, centre et ouest du pays. Plus au nord, ce sera encore les vents secs chargés de fines particules de poussière. Les températures de l'après-midi, Abidjan affichera 33 degrés, 32 degrés pour la ville d'Adiaké, 35 à Bondoukou, 34 degrés pour Boaké, 35 degrés à Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 37 degrés à Korogo, 31 degrés dans le Tompi, 36 à Odiéné, 32 degrés pour la ville de San Pedro, 31 à Sassandra, Tabou nous donnera 32 et Yamoussoukro 35. MTN, everywhere you go. Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce journal. C'est la fin de la grève des fonctionnaires. Le mot d'ordre a été levé hier dans la nuit par les responsables de la plateforme et de l'intersyndicale. Le travail et les cours peuvent donc reprendre ce lundi matin. Je vous propose de suivre cette déclaration. Camarades, je voudrais vous féliciter au nom de la plateforme que je dirige et au nom de l'IFSI conduit par le camarade Jean-Yves Abonga. Pendant 10 jours, vous avez mené la lutte. Vu les rencontres que nous avons eues avec le gouvernement, le jeudi, vu la rencontre importante conduite par le Premier ministre lui-même, vu la rencontre de ce dimanche, qui est issue, n'est-ce pas, de ce communiqué fait par le gouvernement le samedi, expression de la volonté du gouvernement de maintenir la discussion. Camarades, je voudrais, au nom de la plateforme et de l'IFSI, vous informer que les deux organisations ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève pour donner une chance aux discussions qui seront faites dès mardi à 16 h. Sur cette base, je vous invite à la reprise dès ce lundi 23 dès 7 h 30. Camarades, reprenez le travail pour que nos pays reprennent. La lutte continue. Je vous remercie.
Plaidoyer pour un tourisme équitable ou une industrie touristique aux mêmes conditionnalités pour tous les pays, surtout les pays à fort potentiel comme la Côte d'Ivoire. C'est une réelle préoccupation exprimée par la plupart des exposants à cette foire internationale du tourisme de Madrid. Patricia Omouetia, notre envoyée spéciale sur place. Le tourisme équitable par excellence était de retour encore cette année. Ça a été le point de départ pour les principales destinations nationales et internationales, les agences de voyage, les hôtels et restaurants et les entreprises de services. Les tours opérateurs et les professionnels ivoiriens ont présenté aux visiteurs les occasions d'affaires. Quand ils voient l'Afrique, ils se disent bon, je vais faire du safari. Ils pensent au Kenya, ils pensent à la Tanzanie, ils pensent à l'Afrique du Sud. Ils ne pensent pas à la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, quand je vois le travail fabuleux que le directeur général de l'OIP fait, aujourd'hui, il y a une convention entre l'OIP et Côte d'Ivoire Tourisme. Mais c'est des situations comme ça que nous devons saisir. Tisser un partenariat avec d'autres agences de voyage et aussi inciter les gens à venir visiter la Côte d'Ivoire. Je peux dire que je suis heureuse parce que j'ai eu 3 tours opérateurs qui étaient vraiment mon objectif. Donc je peux dire que ce salon, j'ai atteint mon objectif. Cette année, le stand ivoirien est situé dans le pavillon 6, sur 100 mètres carrés. Les visiteurs ont participé à la journée ivoirienne avec la gastronomie et des offres culturelles. FITOUR 2017, qui prend fin ce dimanche, a contribué à dévoiler les dernières solutions et progrès au développement social, à la création d'emplois et à la diversité culturelle. Bienvenue à Côte d'Ivoire. Janvier, mois le plus long, en tout cas c'est l'impression que cela donne quand on entend parler la plupart des gens, des commerçants aux salariés, en passant par les petits qui sont dans l'informel. Tous pensent que c'est un mois où l'argent se fait rare, où c'est dur, comme on le dit dans le langage ivoirien. De quoi s'agit-il exactement? C'est un sujet de Guillaume Zéré, commenté pour vous par Malika Koulibaly. Janvier, 31 jours, mois ordinaire. Et pourtant, en plein milieu de ce premier mois de l'année, que de grincements des dents. Ça m'inspire. On vient au marché, on dort. Mais qui m'a dit 25 000, on ne paye pas. Partout, c'est la même rengaine. Dans les buvettes, les boutiques et les mobile money. L'argent est une denrée rare. Pendant les fêtes, on pouvait recevoir 100 jusqu'à 150 personnes. Mais dans ces temps, si on a tout reçu, c'est 35 ou bien 34 personnes. Pendant les fêtes, on peut faire retrait de 200 000, 250, les dépôts 200, 100 et quelques. Maintenant, après la fête, ce sont les dépôts 25, 15 000, 10 000, 5 000, retrait 3 000, 2 000, 1000 francs. Avant les fêtes, il y avait une affluence telle que nous, les commerçants, on était vraiment contents, on était en joie parce qu'on recevait beaucoup de clients. Ça marchait beaucoup. Aujourd'hui, constatez vous-même qu'il n'y a plus d'affluence. On a même l'impression que tous les Ivoiriens sont restés chez eux à la maison. Pour expliquer l'impression que janvier paraît un mois plus long que les autres, jetons un œil dans le rétroviseur, dans les fêtes de fin d'année qui l'ont précédé. Noël, Saint-Sylvestre, jour de l'an, que des célébrations pour autant de dépenses. Alors quand vous avez 2 fêtes dans le même mois, souvent pour le même salaire, alors vous comprenez que la gestion devient souvent difficile. Et si on ne s'y prend, alors on est souvent déphasé. C'est pour cela qu'on a souvent l'impression que janvier devient le mois le plus long. Pour joindre les deux bouts et terminer le mois, on a très souvent recours au petit crédit, au bordéro, comme on le dit chez nous. Même bon, on prend un crédit partout, on dit qu'il n'y a pas l'argent, on a dépensé l'argent à cause de la perte de janvier là. Voilà, on prend du riz, sucrerie ou bien esfatégui, toutes les choses là, beaucoup de choses, les gens là vont prendre ça, les clients là, ils ont pris ça en crédit même. Pour dire comme les Ivoiriens, après la fête, c'est la défaite. Une défaite, un petit moment difficile qu'il faudra gérer avec dignité. La fin du mois, c'est pour bientôt. Les virements seront faits et l'argent va circuler à nouveau.
Un petit mot de religion dans ce journal. Construite à plus de 200 millions de francs CFA sur une superficie de 2250 mètres carrés, la grande mosquée de Sifié Dioula Soba, commune située à environ 30 km de Séguéla, a été inaugurée le vendredi 13 janvier dernier par le président du conseil régional du Worodougou, représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, fils de la région, par ailleurs parrain de cette cérémonie. L'inauguration s'est faite en présence des autorités administratives, des imams, des guides religieux, des élus et des cadres de la région. Koné Pargassoro, l'un de nos spécialistes maison pour les questions musulmanes. Une grande clôture, des portes, des ampoules, des ventilateurs, des tapis, une horloge et un tableau indicatif des heures de prière flambant neuf. C'est la grande mosquée de la circonscription de Sifié Dioula Soba, située à environ 30 km de Séguéla sur l'axe Séguéla-Man. Mosquée construite à plus de 200 millions de francs CFA par les filles et fils du village avec le soutien des élus et cadres de la région. Nos grands-pères, nos arrière-grands-pères ont commencé cette œuvre et nous devons nous donner les moyens donc d'achever. Grâce à l'unité des fils et des filles donc, de Sifié Dioula Soba et grâce aux sollicitations des cadres de certaines autorités, nous avons pu réaliser cette belle œuvre à la gloire de Dieu. Représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, parrain de la cérémonie par ailleurs, fils de la région, le président du conseil régional du Worodougou a félicité et encouragé les populations de Sifié Dioula Soba. Ce que les cadres de la population de Sifié ont fait aujourd'hui, c'est la première étape, c'est de bâtir l'édifice. Mais l'édifice doit être entretenu, n'est-ce pas? L'édifice doit vivre. Et c'est cela qu'on demande aux musulmans de s'organiser. Ceux qui seront de passage, ceux qui seront dans les alentours, pourraient venir ici faire leur prière. Imams, guides religieux, fidèles musulmans et population de Sifié Dioula Soba s'engagent à entretenir cet édifice religieux qui fait la fierté de la sous-préfecture. Depuis Missiko Damnani. Ça fait 30 années que la première pierre a été posée. Et donc aujourd'hui, la mosquée est terminée. En ma présence, je peux dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. La communauté musulmane de cette localité a reçu de nombreux dons de la part du parrain, dont des livres saints, le Coran. L'église méthodiste unie du district d'Abidjan a célébré hier dimanche 22 janvier à Begré Village, situé dans la commune de Bingerville, le 11e synode qui marque le bilan de 4 années d'activité de cette église. Bilan jugé positif selon les responsables de l'église méthodiste unie du district d'Abidjan. Au cours de cette cérémonie, des élus de Dieu ont reçu leurs attributs de prédicateurs. Église méthodiste unie de Begré Village dans la commune de Bingerville. Ces prédicateurs laïcs heureux de recevoir symboliquement des mains de leurs responsables régionaux le livre saint, la Bible et leur certificat. Ils pourront désormais prêcher et annoncer officiellement l'évangile. À cause de l'appel que nous avons reçu, nous avons déjà commencé à propager l'évangile de Jésus-Christ autour de nous. Et maintenant que nous sommes reconnus officiellement par l'église méthodiste, cela ne va pas s'arrêter. Au contraire, oui, cela va s'accroître et apporter un plus à notre ministère. C'est une fierté pour moi d'avoir terminé cette formation après 4 ans et puis réussir à toutes les épreuves et être admis aujourd'hui au niveau des prédicateurs. Ces nouveaux prédicateurs ont reçu les félicitations et les encouragements des responsables de l'église méthodiste unie du district d'Abidjan. Ils sont à la fin de leur formation, ils ont été reçus, ils ont intégré le corps des prédicateurs de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Nous voulons les féliciter et prier véritablement que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse leur ministère et que le nom du Seigneur soit glorifié au nom de Jésus. Des attributs reçus à l'occasion du 11e synode qui marque le bilan de 4 années d'activité de cette église. Bilan jugé positif. Nous voulons encore aller de l'avant avec le Seigneur et le thème maintenant qui va sous-tendre nos activités pour le quadriennat 2017-2020, c'est « Allez donc », un impératif missionnaire. La lutte contre la pauvreté, c'est le thème principal retenu au cours de ces 4 années d'activité. Prières, louanges, chants et danses ont également marqué la célébration de ce 11e synode de l'église méthodiste unie du district d'Abidjan.
Conan Nguessan Julien, plus connu donc sous le nom de Nguess Bonsens, a célébré samedi dernier au Palais de la Culture ses 25 ans de carrière. Le chanteur, qui aura donné tout son dynamisme à la chanson moderne d'inspiration traditionnelle, plus précisément la musique baoulée du centre de la Côte d'Ivoire, a égrené tout son répertoire face à un public d'admirateurs heureux. Nguess Bonsens a, par le biais du ministre de la Culture, reçu la reconnaissance de l'État. On en parle avec Franck Quadio. La musique tradie moderne lui doit une fière chandelle. Lancée en 1991, la carrière artistique de Nguess Bonsens a fait du chemin. 8 albums, dont 3 maxi-singles, pour couronner 25 ans de scène, de chant et d'émotions partagées avec le public. Salle François Louga du Palais de la Culture, Nguessan Conan Julien, ou si vous voulez Nguess Bonsens en osmose avec ses admirateurs. Musique tradie moderne du centre de la Côte d'Ivoire et même au-delà, l'homme a su se faire ambassadeur. Sa thématique, sujet de société sanctionné par énigmes et questionnements faisant appel au bon sens. Nguess, artiste engagé culturellement mais aussi politiquement, son célèbre refrain résonne encore. Mais la dimension d'homme de spectacle est l'essentiel retenu. 25 ans de Nguess Bonsens, belle prestation, belle organisation. Je suis fier de pouvoir participer parce que c'est un artiste de grande envergure. Public, mais aussi personnalité de haut rang. Le président Bédié, représenté par son épouse, et Maurice Bandama, ministre de la Culture, qui au nom de l'État ivoirien a élevé l'artiste dans l'ordre du mérite culturel. Et de lendemain meilleur en perspective, Nguess Bonsens dit en avoir encore dans le fond de la gorge à proposer. Cet autre sujet un peu moins glamour, victime d'un grave accident de la circulation qui l'a conduit dans un coma malgré les multiples soins. L'artiste coupé-décalé DJ Abobolé est finalement décédé ce samedi aux environs de 22 h. La scène musicale ivoirienne a nouveau frappé d'un funeste voile. Mabé Damon Zadi Patrick, encore appelé Abobolé, a fait sur la scène de la vie sa dernière prestation. Abobolé n'est plus, et ce depuis ce samedi 21 janvier dans la nuit. Abobolé, artiste, chanteur, chorégraphe, rappelons-le, souffrait de divers traumatismes et de paralysie partielle suite à un accident de la circulation le 12 octobre 2016. Il aura lutté pour la vie. Hélas, la mort, la rancune tenace, aura remporté cet ultime clash. Abobolé, forte tête du mouvement coupé-décalé, a commencé sa carrière artistique par la danse auprès de plusieurs artistes. Ces derniers temps, il s'essayait au 7e art avec des apparitions dans plusieurs web-séries. Une fois encore, hélas, il s'en est allé. À 31 ans, adieu l'artiste. L'actualité internationale en bref. En Gambie, au lendemain du départ en exil du président sortant Yahya Jammeh en Guinée équatoriale, la CEDEAO sécurise le pays pour permettre le retour du président élu Adama Barrow. Une sécurisation mise en œuvre par les troupes de la mission ouest-africaine qui sont arrivées à Banjul ce dimanche 22 janvier dans la soirée. Un nouveau gouvernement s'installe à l'île Maurice ce lundi 23 janvier. 2 ans après son retour au pouvoir, le vétéran Sirar Neroud Jinogort démissionne de son poste de Premier ministre. À 86 ans, il cède sa place à son fils, 55 ans. Un passage de témoin vivement critiqué par les partis d'opposition. Benoît Hamon affrontera Manuel Valls au second tour de la primaire socialiste élargie en France dimanche 29 janvier selon les résultats du scrutin du premier tour qui s'est déroulé ce dimanche 22 janvier.
Et puis, sport, football pour terminer. Le Gabon jouait sa survie dans la CAN 2017 hier dimanche face au Cameroun qui occupait la première place du groupe A avec 4 points. Les Gabonais devaient gagner pour pouvoir se qualifier. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Avec un nul, 0-0, les Panthères sont éliminés de leur CAN. Le Burkina Faso, lui, a validé son ticket pour les quarts de finale en battant la Guinée-Bissau 2-0 à Franceville. Des voix plus autorisées que la mienne vous feront le détail tout à l'heure en compagnie de Marco et Eva. Moi, je vous retrouve à 13 h pour le bulletin d'information. Merci beaucoup. Merci Hamza Diaby que vous retrouverez bien sûr, comme il a dit, sur la chaîne, si vous êtes fidèle à RTI 1 pour d'autres pans de l'information, tant nationale que mondiale. Nous sommes, vous le savez bien, mesdames et messieurs, le lundi 23 janvier 2017. Il pleut sur Abidjan et sa périphérie. Une pluie qui montre que nous sommes en train de basculer dans un autre schéma climatique après l'harmattan qui se dissipe peu à peu. Faites très attention par rapport aux éléments de visibilité de vos véhicules parce que c'est très important. Merci en tout cas pour notre invité qui est là, notre chroniqueur de sport. Il est toujours versé dans la chose sportive. Il est incollable partout. C'est Serge Dakouri qui s'installe et qui intervient maintenant. C'est parti. Bonjour Serge. Bonjour Eva. Vous avez passé un bon week-end? Week-end oui, mais quand même avec beaucoup de stress. Hein. Vous nous direz pourquoi. On démarre tout de suite avec le mondial de handball en France. Effectivement, la France est bien entendu le théâtre des opérations pour la Coupe du Monde hommes de handball qui a débuté depuis pratiquement 10 jours. Eh bien, les Bleus, qu'on appelle les experts, conduits par Nicolas Karabatic, Lou Caballo et la nouvelle génération Timothée Nguessan, ça vous rappelle un nom proprement ivoirien, n'est-ce pas? Exactement. Eh bien, il joue à Barcelone, dans le club de Barcelone, mais il a pris la nationalité française. Eh bien, les experts se sont qualifiés pour les quarts de finale en battant l'équipe de l'Islande 31-25. Dans la foulée, aussi il faut noter, les autres qualifiés, la Suède a pris le meilleur sur la Biélorussie 41-22. La Norvège a battu la Macédoine 34-24 et l'Allemagne, figurez-vous, a été éliminée par un petit pays, mais qui a de grands joueurs. Le Qatar a battu l'Allemagne 21-23. Le Qatar, il faut le rappeler, a beaucoup de joueurs étrangers d'origine européenne qui ont pris la nationalité qatarite. Eh bien, donc la France croisera le fer en quart de finale avec la Suède. Voilà un peu pour ça. Disons que le pays hôte, la France, réussit bien cette compétition avec 6 matchs et 6 victoires. Ah oui, c'est une très très bonne initiative aussi, surtout au niveau de l'organisation et puis au niveau sportif, la France tient son rang. L'Open d'Australie à présent avec des têtes qui tombent. Oui, effectivement, de la petite balle de handball à la petite balle jaune, il n'y a qu'un pas, on va à l'Open d'Australie en quittant la France pour Melbourne. Eh bien, du côté de l'Open d'Australie, malheureusement, les numéros 1 tombent à l'appel. Après la chute, bien entendu, de Novak Djokovic, numéro 2 mondial, il y a quelques semaines, eh bien, avant-hier, c'est le numéro 1 mondial, Andy Murray, le Britannique, qui a chuté, battu par un Allemand inconnu, 92e mondial, Mitya Zverev, en 4-7, 5-7, 6-7, 6-4, 6-2. Eh bien, du côté des dames, Angelika Kerber, la dame, aussi numéro 1 mondial, a chuté. Elle a été battue par une Croate. Comme quoi, ce début d'année 2017 ne réussit pas au numéro 1 dans sa discipline de tennis. En tout cas, les résultats pêle-mêle. Un Français, quand même, a été très heureux. Je vais parler de Jo-Wilfried Tsonga, qui s'est débarrassé de Daniel Evans en 3-7, 6-1, 6-3, 6-4. En tout cas, pour l'instant, donc, la crème des crèmes chute et ce sont des joueurs plus ou moins inconnus qui arrivent pour le moment au stade des 8e de finale. Que de surprises, donc, comme le disait Marco. On va passer à présent à un sujet qui intéresse plus d'un téléspectateur, la CAN 2017 Gabon. Et on va parler du match Côte d'Ivoire-RDC pour commencer. Côte d'Ivoire-RDC, c'était le match de la semaine dernière. C'était le match programmé, le deuxième match des éléphants dans la poule C. Et bien que de frayeur. La Côte d'Ivoire a été cueillie à froid à la 8e minute par le but de Nisken Kebano, le joueur de Fulham en Angleterre. Et réaction des Ivoiriens avec un but de Bonnie Wilfried de la tête. Nous n'avons même pas eu le temps de pavoiser pour 2 minutes. Et par la suite, un coup de poignard qui vient de Junior Kabananga, l'attaquant du FC Astana. 2e but pour les Congolais. Que de frayeur, que de panique ici à Abidjan. Heureusement que l'équipe de Côte d'Ivoire est une équipe à réaction. Oui,
La Côte d'Ivoire ne veut pas se laisser dominer. Une équipe à réaction réagit très bien. C'est la preuve, la Côte d'Ivoire a permis d'égaliser en marquant ce deuxième but du capitaine Courage. Oui, ce capitaine Courage s'appelle Sérédier Godefroy. Celui-ci, d'un tir de 35 mètres, crucifia les Moutampi, amenant ainsi les deux équipes à la parité, 2 buts partout. Heureusement, Kalou Salomon existe. Coaching gagnant en rentrant. Il marque un 3e but. Malheureusement, l'arbitre de touche estime que c'est un but irrégulier de hors-jeu. Oui, on a apprécié la capacité de réaction des éléphants. On espère que le match décisif, c'est pour demain. Oui, demain, du côté de OIM à 19h, grand format, éléphant de Côte d'Ivoire, Lion de l'Atlas, une qualification au bout. 20 coups périr, si la Côte d'Ivoire l'emporte, les éléphants continueront l'aventure en quart de finale. Si d'aventure la Côte d'Ivoire a un match nul, malheureusement, le champion d'Afrique sera obligé de laisser sa couronne à OIM. Vous voyez donc qu'il y a un match important. On espère que les 23 millions d'Ivoiriens vont prier à l'unisson pour une victoire ivoirienne. Entre-temps, on sait que le pays hôte a quitté la compétition hier face aux Lions indomptables qui sont revenus. Oui, 0 but partout, malgré les tentatives d'Aubameyang, de Denis Bouanga, de Malik Vouna. Oui, le Cameroun a résisté, le Cameroun n'a pas plié. 0 but partout. Et de l'autre côté, au même moment, les Burkinabés se sont qualifiés en battant le petit poussé de la poule A, les Guinée-Bissau 2-0. Ainsi donc, on connaît déjà pour l'instant 4 qualifiés. En poule B, les Sénégal, les Lions de Teranga qui ont fait un carton plein, 2 matchs de victoire, 6 points. Du côté de la poule D, les Ghanéens, sans être flamboyants avec l'expérience, ont 6 points. Et le Burkinabé et aussi le Cameroun. 4 qualifiés. Le ticket ivoirien, on l'attend pour demain 19h. On espère que tout le monde sera à l'unisson derrière le petit écran pour permettre à nos Pachidem d'accéder au quart de finale. Vous y croyez? Mais vous savez, le football est fait d'espoir. C'est vrai qu'il y a de l'incertitude, rien n'est gagné d'avance. Mais pour un champion d'Afrique, nous avons un standing à défendre. Et généralement, dans les statistiques, nous avons très souvent battu les Marocains lors des phases finales de la CAN. Alors, pourquoi jamais 203? Pourquoi tant d'amour pour les calculs? Vous savez, les Ivoiriens... J'ai l'impression que les Ivoiriens sont devenus un peu plus humbles. Un peu plus humbles, parce que le football demande de l'humilité. Mais remarquez que nous avons une habitude. Nous démarrons très timidement toujours nos compétitions en phase finale, avec 2 matchs nuls, et par la suite, on monte crescendo tel le moteur diesel. Donc attendons demain. Ok, message lancé donc aux éléphants. Faites en sorte que nous puissions arborer fièrement nos maillots. Portez les maillots demain. Portez les maillots sous le coup de on a et petite confidence. Avant de partir à l'église, à la mosquée. Petite confidence, pendant le match, après le premier but donc, de la République démocratique du Congo, Marco m'a appelé. J'ai dit, allô, mais Eva, c'est comment? Les maillots ou pas? Et puis Eva me répond, non, faut attendre d'abord. Moi, j'ai changé les chaînes. Vous avez vu la réaction des Ivoiriens? Vous avez vu la réaction des éléphants? Oui. Ça fait plaisir. Oui, on a eu ce sursaut d'orgueil là qui a fait que nous ne sommes pas sortis honteux de ce match. C'est la Côte d'Ivoire quand même. Nous comptons encore sur l'amour que les éléphants portent à leur peuple pour justement battre le Maroc. Passer en quart de finale. En quart de finale, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Ça a été un plaisir. À bientôt. Plaisir partagé. On va souhaiter une très bonne fête à tous les Bernards et à toutes les Bernadettes, sans oublier les hommes qui se prénomment Alphonse. Est-ce que vous en connaissez? Oui. Des Bernard. Oui, Bernard, c'est la famille. Exactement, j'en profite pour faire un coucou à tonton Bernard, justement, à la Cité des Arts. C'est mon oncle que je l'adore. Voilà. Ah oui. Il est temps à présent de passer à la revue de presse. Et vous le savez, elle est signée Fatim Djedji. Lancement. Et on démarre avec l'actualité nationale, bien sûr. Tout à fait, c'est dans Fraternité Matin que le journaliste Blenson Mathieu dénonce le parallèle qui est fait entre les revendications des mutins et celles des fonctionnaires. Pour le journaliste, la fameuse prime des soldats est une dette fixe qui, même étalée sur 7 mois, une fois réglée, disparaîtra totalement du livre de compte de l'État, tandis que la masse salariale des fonctionnaires, qui sont à peu près 100 000, une fois modifiée, eh bien, le reste pour toujours. Car bien évidemment, on ne paye pas une seule fois une augmentation de masse salariale, mais plusieurs fois. On passe au journal Le Temps, qui s'intéresse au général Kouassi, ancien commandant supérieur de la gendarmerie nationale, limogé en début du mois, et depuis placé sous résidence surveillée. L'article nous dit que le général a réussi, on ne sait comment, à tromper la vigilance de ses gardes pour se retrouver vendredi dernier à la frontière ivoiro-ghanéenne où il tentait de quitter le pays avant d'être rattrapé le même jour.
On passe à une autre actualité plus politique. Dans l'Inter, on apprend qu'Adama Bictogo, le secrétaire national chargé des relations avec les autres partis politiques au sein du RDR, a exprimé sa colère envers Pascal Affi-N'Guessan, le président du FPI. Il nous dit, dès qu'il y a un mouvement, il fait une conférence de presse, mais quand viennent les élections, il se retrouve avec 3 députés. Ce n'est pas parce qu'il y a des revendications qu'on doit demander au président de la République de démissionner. Un autre sujet, cette fois-ci à lire dans l'Expression, qui s'intéresse au désarroi des producteurs de café cacao. Et pour cause, leurs produits périssent sous leurs yeux en attendant d'être achetés. Dans l'article, un délégué d'une coopérative explique que le prix du kilogramme de cacao Borchamp pour la campagne 2016-2017, que le Conseil Café Cacao a fixé à 1100 francs CFA, pose finalement plus de problèmes aux producteurs qu'il n'en résout. Une autre situation de détresse, cette fois-ci à lire dans Notre Voix, dans la page régionale, qui nous révèle que Cocomian, qui est confronté à une pénurie d'eau sans précédent, alors que depuis 2009, un système d'adduction d'eau a été installé et est prêt à l'emploi. Mais on ne sait pour quelle raison les autorités compétentes traînent les pas à mettre en service le château d'eau, laissant les populations dans le désarroi. Allez, un peu de foot, hein. Grâce à l'intelligence d'Abidjan qui nous apprend que la maison d'Agassa Kossi, le goal des éperviers, a échappé au saccage. La raison, c'est sa dernière prestation lors de la CAN, qui n'a pas été du goût de certains supporters togolais. Le Togo, souvenez-vous, s'est incliné 3-1 face au Maroc. Une défaite que plusieurs fans togolais ont imputée à Agassa Kossi, pas très à l'aise sur la ligne, nous dit-on. Très bien, on passe à présent à la page internationale, Fatine. Tout à fait, grâce au Nouvel Obs, qui révèle une enquête selon laquelle les Noirs et les Arabes ont une probabilité 20 fois plus élevée que les autres d'être contrôlés et vivent des relations plus dégradées avec les forces de l'ordre. Ça se passe en France. Mais cette étude intervient à la veille d'une réunion du Conseil constitutionnel qui se prononcera finalement sur la question des contrôles d'identité discriminatoires en France. Autre information, je vous en parlais à l'entame de l'émission, c'est-à-dire dans Courrier International, c'est l'arrestation vers les États-Unis du plus célèbre narcotrafiquant Joaquim Guzman Loera, alias El Chapo. Il est à la tête de l'une des plus puissantes organisations de trafic de drogue du monde et il est attendu dans 7 États américains où il est accusé d'avoir introduit plus de 130 tonnes de cocaïne entre 1990 et 2005. Et on va finir avec une information insolite. Eva et moi, on a rigolé quand on l'a vu. La grève du sexe. Et oui, ça se passe au Kenya. Alors, des femmes, pour encourager leur mari à s'inscrire sur les listes électorales, elles ont décidé de faire une grève, pas n'importe laquelle, Marco le disait, la grève du sexe. Les élections auront lieu donc en août et la date limite pour s'inscrire sur les listes électorales est le 14 février. Et d'ailleurs, grâce à cette initiative, la commission électorale kenyane compte sur l'inscription de 4 à 6 millions d'électeurs supplémentaires. Encore une preuve, si il en fallait une autre, que le sexe faible n'est pas celui que l'on croit. N'est-ce pas, Eva? Tout à fait, je t'autorise. Enfin, étant en minorité sur ce plateau, je ne vais rien dire. Je vais discret. Je vais passer mon chemin. À demain, merci. Allez, à demain, bonne journée. Bonne journée. Vous avez pris le petit déjeuner ce matin déjà? Non, je comptais sur vous. Ok, on a compris. Le petit déjeuner d'Eva ce matin, petit déjeuner, hein, pintade braisée de quelque part à Abidjan. Oui, ah, oui. Promis par Marco d'ailleurs. Ok, c'est cela, très tôt le matin. Alors ça tombe bien, transition toute trouvée, la preuve. Alors... Premier petit-déj qui s'offre à nous ce matin, voilà, ce sont des pommes de terre sautées tout simplement. Mais on voit à l'image qu'il y a énormément de choses. Oui, il y a des fraises. Il y a du bacon, je vois du bacon, je vois ce qui me semble être du thé, des fruits, des viennoiseries, alors franchement, du ketchup, je ne sais pas pourquoi, mais franchement... C'est un anniversaire ou quoi? La table est super garnie, il faut faire très attention. Hein. C'est vrai qu'on le dit souvent, il faut manger comme un roi. Faut prendre le petit-déj comme un roi, le déjeuner comme un prince et le dîner comme un esclave. Pour dire que le premier repas de la journée est le plus important et il ne faut pas se priver parce qu'après on fait beaucoup d'efforts et on élimine plus facilement. Alors, après ce repas de prince, ce petit déjeuner de prince, on va voir ce qui va suivre. Tout simplement, c'est le fameux dégué. Le fameux dégué, voilà, ça aussi c'est très bon. Le petit déjeuner dans plusieurs capitales africaines.
Voilà, c'est du déguet. Merci, c'est très bon également. Oui, c'est un petit déj très light. Hein. Donc, juste du déguet ce matin, pas de pain, rien, c'est super bon. Et en plus, je vous donnerai la recette. C'est plutôt facile à faire. Ah oui, le déguet d'Eva est magnifique. Franchement, je devrais le commercialiser. C'est l'un des rares. Enfin, en tout cas, enfin. Voilà, Marco, en début d'émission, nous parlait du président russe Vladimir Poutine qui, découragé à une certaine période de sa carrière, avait bifurqué vers le métier de chauffeur de taxi. Et Marco, est-ce que vous savez qu'en Russie, par exemple, depuis 1917, un président chauve succède à un président chevelu? Et c'est comme ça depuis 1917, au point que, en fait, l'enchaînement, on ne rigole pas. Non, mais c'est vrai, en fait, l'enchaînement est si parfait qu'une partie de la population voit une nécessité pour être élu. Donc, après un président chauve, il y a forcément un président chevelu et vice-versa. Et une croyance populaire veut d'ailleurs que le président qui briserait la chaîne soit un très mauvais président. Il y a eu Mikhaïl Gorbatchev, après il y a eu Boris Yeltsin, Gorbatchev chauve, Boris Yeltsin chevelu, ensuite il y a eu... Je ne sais plus. Medvedev. Mais là, il y a Vladimir Poutine qui a des cheveux, non? Oui. Voilà, donc le prochain sera chaud. Voilà. Voilà. Alors, on passe au deuxième point de la circulation routière. Et on va démarrer tout de suite avec la commune des Deux Plateaux, donc au boulevard Latrille. La commune de Cocody, pardon, le sous-quartier Deux Plateaux. Bien. Commune de Cocody, voilà. Oui, bah, voilà, on a de l'eau sur la caméra. On se rend bien compte qu'il pleut sur Abidjan. Et voilà, malgré la pluie, la circulation est plutôt fluide et agréable. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, c'est pas facile, c'est très désagréable quand on prend les transports en commun quand il pleut. Il faut courir avec le parapluie, ensuite on est enfermé, les vitres montées, c'est pas toujours agréable, mais courage et force à vous. C'est tout évident. Alors, deuxième image, le boulevard Lagunaire également sous la pluie, avec ce balai de véhicules qui devient de plus en plus intense sur le boulevard Lagunaire au pied des tours du plateau. On avance, on sera à Treichville, on part à Abidjan Sud. Comment est-ce qu'on se déplace ce matin? Est-ce que le camion il est encore là? Le fameux camion de Marco qui attend le point route pour se déplacer. Non, le camion n'est pas là, mais il y a d'autres véhicules qui circulent allègrement. Ah, c'est bien vide à Treichville. C'est la pluie ou... En tout cas, troisième live. Je rappelle, mesdames et messieurs, que vers la fin de cette émission, nous allons recevoir une dame très impliquée dans la valorisation de l'anacarde. Elle vient d'arriver dans ce studio. On va parler avec elle pour la dernière ligne droite de cette émission. Pendant ce temps, à Koumassi, ça bouge, ça bouge. La Koumassi qui nous montre toujours son côté dynamique, son côté industrieux. Et on va finir avec le pont de Gaulle. Et on rappelle que cette rubrique, donc le point route, est faite en collaboration avec un site internet que nous aimons bien, abidjan.net, sur lequel vous pouvez vous rendre tout au long de la journée pour avoir le point de la circulation avant de vous déplacer. Et là, sur le pont de Gaulle, on voit que ça circule plutôt calmement, tranquillement. Encore une fois, beaucoup de prudence à tous les usagers de la route. D'accord. Merci beaucoup. La pub sur RTI. Vous êtes un matin bonheur et vous avez raison. Participez à la 5e édition du Africa CEO Forum, le plus grand rendez-vous international des décideurs et financiers du secteur privé africain. Profitez pleinement d'un large réseau actif et performant. Tissez des relations fortes et durables avec des investisseurs visionnaires et influents. Bénéficiez d'une vaste couverture médiatique pour un rayonnement mondial. Partagez des idées à fort potentiel, originales et innovantes. Le Africa CEO Forum, du 20 au 21 mars 2017 à Genève. Mobilisez-vous pour la croissance et pour l'Afrique. Alors, retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous êtes à Matin Bonheur, vous avez raison. Eva Amani, Marcelin Govoy, toujours pour vous tenir la main, vous conduire jusqu'aux portes de la matinée. Alors, la transformation de l'anacarde au niveau du fait de générer l'emploi, ce sera donc notre thème aujourd'hui. Vous pouvez amener, hein, amenez, il n'y a pas de souci, on fait comme à la maison. Donc voilà, on va aller directement. Donc, on passe par le selfie ou on va directement... On passe par le selfie avant on passe par le selfie, Eva, allez-y. Et on a encore nos selfies de supporters donc, du CNSE, du Comité national de soutien aux éléphants, voilà, qui sont
qui sont en ce moment même au Gabon pour donner de la voix et de l'énergie à nos éléphants. Très très beau selfie. Et deuxième image de selfie, c'est pas moi. Moi, mon selfie, j'attends qu'il soit qualifié déjà pour la finale. Et on aura mon selfie. Là, c'est toujours avec des supporters du CNSE qui sont dévoués, qui, franchement, mettent de l'ardeur dans leur activité. Ils supportent, franchement, et ça fait plaisir. Très bien. On va passer à présent à la thématique qui va nous emmener jusqu'à 7h30 où on fera la conclusion de cette émission. Et Marco l'a dit à l'entame de cette émission, il sera question aujourd'hui de transformation de l'anacarde et d'emploi. Et pour en parler, nous avons le grand plaisir de recevoir Madame Touré Diabaté Moussoubé. Bonjour. Bonjour. Eva. Très belle, superbe boubou. Ah oui, magnifique. Merci. Elle est donc PDG du groupe Citaza, donc la société, c'est ça? Société ivoirienne du traitement d'anacarde. Merci d'être avec nous. Merci. On rappelle que vous avez 30 ans d'expérience dans la filière et vous allez nous parler donc de cette grande manne qu'est l'anacarde et puis de comment est-ce qu'elle peut permettre aux jeunes de s'insérer dans le tissu social et donc trouver de l'emploi ici en Côte d'Ivoire. Merci Eva. Alors, comme vous disiez tantôt, la noix de cajou est une opportunité aujourd'hui pour des millions d'Ivoiriens de pouvoir se prendre en charge, de pouvoir avoir son autonomie financière à travers la valeur de son travail. Alors, la filière noix de cajou, elle est jeune parmi les filières, mais aujourd'hui pourvoyeuse d'emploi et qui donne beaucoup d'espoir à des millions d'Ivoiriens, comme je vous disais. À l'origine, la noix de cajou ici, c'était fait pour pouvoir lutter contre l'avancée du désert et contre les feux de brousse, vu que ça donne dans les régions nord, nord-ouest, ou qui étaient considérées avant comme des régions arides. Et aujourd'hui, c'est une bonne opportunité pour ces populations, justement, de pouvoir se faire de l'argent à travers cette filière. Alors excusez-nous, madame, notre thème, c'est la transformation de l'anacarde. Est-ce que cela peut générer des emplois? On va parler d'abord du bond effectué par cette filière, parce que la Côte d'Ivoire est devenue en un temps record, numéro 1 pratiquement, de noix de cajou. Alors, ça s'est passé comment? C'est allé très vite. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? Alors, justement, je profite de cette occasion justement pour remercier les braves paysans ivoiriens qui ont cru en cette filière. C'est vrai qu'il y a eu des précurseurs, mais il fallait croire à cette nouvelle aventure. Parce que quand nous venions dans cette filière, on n'avait pas même 100 tonnes pratiquement. Et comme je disais, ça nous fait 30 ans. C'était vraiment un challenge auquel il fallait s'adonner et s'impliquer et inculquer la culture. Parce que au départ, cette culture était frappée par pas mal de préjugés. Parce que quand on prend la pomme et qu'on boit du lait, après nous, on a grandi avec cette idée-là. Exactement. Finalement, c'est vrai? Non, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Et il y avait pas mal de préjugés. Et dire que ce produit ou bien ce fruit pouvait donner une opportunité génératrice de revenus, on ne savait pas. Très bien. Et c'est à la faveur de nos visites et tout ça que nous sommes partis. Et on est revenu pour dire qu'effectivement, au lieu de faire seulement le riz qui est soumis à tous les aléas, on avait une autre opportunité pour pouvoir équilibrer. Et c'est ainsi que nous avons mis en place une plantation test qui faisait 5 hectares. Et les premières récoltes qui donnent 4 ans après, nous n'avons pas vendu 1 kilo. Nous avons fait l'échantillonnage gratuit pour expliquer les techniques de planting aux paysans, pour dire qu'il faut nous croire et c'est à ce prix que nous aurons l'autonomisation tant souhaitée. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour nous de dire qu'effectivement que nous avons réussi ce pari. Parce que après moins de 10 ans, nous sommes aujourd'hui premier producteur mondial avec plus de 650 000 tonnes. Alors, vous l'avez dit à la base, hein, l'anacarde n'était pas destinée à être commercialisée, c'était pour lutter contre les feux de brousse et l'avancée du désert. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est productrice numéro 1, le pays pardon, est producteur numéro 1 de noix de cajou. Alors, comment est-ce qu'on transforme cette noix de cajou? Parlez-nous brièvement du processus de transformation. Le processus de transformation, il est tout simple
Parce qu'on peut ne pas avoir de diplôme, ne pas pouvoir aller à l'école et travailler dans une industrie de noix de cajou. Et c'est là-bas, en fait, ce qui est intéressant. Parce que nous sommes dans des zones, effectivement, où l'anacarde est produite. Après la production, aujourd'hui, il faut pouvoir passer à la transformation. Et cette transformation, aujourd'hui, nous prenons seulement que la noix. Sur l'écran, vous voyez la noix au bout de la pomme. La pomme représente environ 70%. Et aujourd'hui, on n'utilise pas toute la chaîne de valeur pour ce qui concerne la transformation. Nous prenons seulement la noix de cajou, la noix qui est au bout, que nous transformons. Nous commençons par la cuisson jusqu'à l'emballage du produit fini. D'accord. Merci madame. Je rappelle, mesdames et messieurs, si vous venez maintenant seulement de nous prendre en marche, que nous sommes en compagnie de madame Massoubé Touré Diabaté, très versée dans tout ce qui concerne l'anacarde en Côte d'Ivoire. C'est une personne ressource en la matière. C'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir de la recevoir sur ce plateau. Avec elle, nous parlons de la position de la Côte d'Ivoire au niveau mondial, au niveau de l'anacarde. Je rappelle que la Côte d'Ivoire est number one, pour parler tout simplement numéro 1. Et nous allons continuer cette discussion juste après cet élément. Regarde. Cultivée dans les années 70 pour freiner l'avancée du désert dans le nord de la Côte d'Ivoire, l'anacardier est aujourd'hui une culture de rente aux côtés du cacao et du café. Avec 700 000 hectares en 2012 contre 420 000 en 2005, l'anacarde gagne du terrain. Pour nous-mêmes, maintenant, qui étaient dans le café cacao, on a trouvé que le café cacao a trop de problèmes, plus que l'anacarde. Vous voyez, non? Donc, présentement, beaucoup de pisteurs, de vieux pisteurs, se tirent maintenant vers l'anacarde. Si la situation est fiable, voilà, ça va augmenter le nombre d'emplois. Je crois bien, en tout cas, j'espère à ça. Voilà, je suis confiant à ça, par rapport au prix surtout que je suis en train de vous débattre tout à l'heure. En désuétude, il y a quelques années, la filière anacarde a refait surface. La Côte d'Ivoire est passée premier producteur mondial devant l'Inde avec plus de 700 000 tonnes produits en 2015. Une production qui amène à se poser la question de son importance dans la réduction du taux de chômage en Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup besoin de la main-d'œuvre. La preuve est que nos jeunes gens qui partaient en basse-côte à l'époque sont tous en train de revenir. Ceux qui désherbent, ils peuvent vivre de ça. Il y a ceux qui ramassent, peuvent vivre de ça. La production génère des emplois. La commercialisation interne aussi. L'agrément que nous faisons là, il n'y a pas de nombre de pisteurs. Tu peux prendre le nombre que tu veux. Ça te permet les zones par zone que tu peux opérer. Donc c'est tout à fait, ça crée un peu des emplois aussi pour les jeunes frères qui n'ont rien à faire. L'anacarde est cultivée en général pour sa noix, un produit dont l'offre est en hausse. Au Sénégal, ils sont en train de mettre ça à la consommation, comme biscuits, je ne veux pas dire comme cacahuètes. Ça crée beaucoup d'emplois. Parce que ces femmes qui n'ont rien à faire et ils sortent, ils peuvent trouver quelque chose à rentrer à la maison pour subvenir à leurs besoins. Hein? Je pense que ça vaut mieux que d'aller faire autre chose. On estime à 250 000 le nombre de personnes qui vivent de l'anacarde. La dynamique qui existe aujourd'hui dans la filière est le fruit d'une réforme lancée en 2013, pilotée par le Conseil du coton et de l'anacarde. Reste à répondre cependant aux grands défis de l'industrialisation. Seulement 7% de la production ivoirienne sont aujourd'hui transformés sur place. Quand on sait que de l'anacarde, on peut sortir de la liqueur, du vin, des essences, des produits de beauté et des centaines de produits dérivés, on imagine le nombre d'emplois que la transformation de cette culture de rente peut générer. Voilà, il était question donc d'anacarde, de noix de cajou. On voit ici qu'il y a énormément de débouchés pour tous ceux qui s'y adonnent. Parce que dans l'élément, le reportage, on a vu un jeune homme qui disait que même ceux qui désherbent en vivent, ceux qui transportent en vivent. Et en fin de reportage, le journaliste nous disait qu'il y a tellement de produits dérivés, notamment du miel, de l'alcool, etc., etc. Alors pourquoi... que peut, outre toutes ces débouchés, que peut apporter véritablement cette transformation sur place? La transformation sur place est une bonne opportunité. Ce que la transformation de la noix de cajou peut apporter à la Côte d'Ivoire, c'est la paix et le développement. Parce que c'est une opportunité et c'est une aubaine pour la Côte d'Ivoire de créer de la richesse, de créer de l'emploi à tous les niveaux. À mon même niveau,
j'ai 800 personnes. Multiplier ces genres d'activités et de sociétés à travers la Côte d'Ivoire, c'est de finir à jamais avec la pauvreté. C'est en ce sens que nous, opérateurs économiques, nous disons que c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut passer à l'industrialisation. Nous ne pouvons pas hausser nos épaules en disant que nous sommes premiers exportateurs de la matière première. Non, non, non. Ce titre ne nous honore pas. Ça ne suffit Comme pas. je le dis toujours, le retour sur investissement, nous le trouverons dans la transformation. Et nous avons aujourd'hui des expertises nationales. Des expertises nationales, des nationaux qui ont pion sur rue, qui ont toute la technique de pouvoir faire la transformation de A à Z, depuis la production jusqu'au produit fini. Vous en avez pour preuve le petit